Réaliser ses rêves commence souvent par un acte d'audace. C'est ce que j'ai voulu vous montrer avec cette interview d'André Roberti. Interviewer André Roberti, c'était un rêve que je pensais pas du tout à ma portée, que je voyais un peu comme inaccessible. Vous savez, ce genre de rêve où on se dit j'aimerais bien, mais comme quelque chose qu'on n'aura jamais. Et avec l'audace, avec le fait d'avoir osé lui demander, je réalise non seulement un rêve, mais j'avais à cœur de démontrer comment c'était possible en fait, et que ça commençait par un premier pas. Alors André, vous allez voir dans cette interview, vous allez pouvoir découvrir cet hypersensible coach, conférencier, qui a fondé aussi une école de coaching, que j'ai rencontré d'ailleurs dans le cadre de cette école, et qui, bien au-delà de ça, a été pour moi en tout cas comme un phare à un moment donné, où j'étais à un carrefour et où je ne savais pas trop bien comment me diriger avec tout ce que je faisais. Je me souviens très bien, j'avais plusieurs accompagnements, j'avais plusieurs personnes, plusieurs cibles, J'avais l'impression d'aller un peu dans tous les sens. Et il est arrivé, il a éclairé et il m'a dit « Mais regarde, il y a un fil qui relie tout ce que tu fais. » Et c'est comme ça que j'ai commencé à créer Ose ta différence. La suite, c'est des échanges. Je suis allée à une de ses conférences. Toi aussi, tu as un don. Et j'ai été attrapée par son énergie, sa capacité à venir nous chercher, à nous toucher et ensuite à nous embarquer. Parce que je suis sortie de cette conférence, j'avais l'impression que j'étais à 10 cm du sol et, et que je pouvais tout réussir en fait. Et pour l'hypersensible que je suis, avec cette envie de tellement, déjà ce manque de confiance parfois dans ma capacité à pouvoir réaliser quelque chose, que j'ai tellement besoin que l'autre me dise mais si, tu peux y aller. Cet émotionnel débordant qui fait que des fois, c'est quand même tellement trop que je ne vais pas y aller. Cette façon de procrastiner parce que ce que je voudrais faire, je voudrais que ce soit parfait, est une entrave à la réalisation des rêves. Et avec cette interview, j'avais envie de vous montrer comment, quand j'arrive à dépasser ces freins-là, les choses que je me raconte dans ma tête, les peurs qui peuvent venir me barricader le chemin, comment on arrive à réaliser ses rêves. Donc si tu es dans ce cas-là, si tu es un peu perdu, si ça fait des années que tu procrastines parce que tu n'oses pas réaliser quelque chose, si tu ne sais même pas finalement que tu as un rêve, cette interview, il est pour toi parce que ça va te donner envie, un, de trouver ton rêve si tu l'as pas, ton ou tes rêves, deux, de commencer à croire que c'est possible et surtout de te mettre en marche. Voilà. Donc je n'en dirai pas plus. Vous allez, à travers de cette interview, découvrir le chemin. J'ai eu envie aussi d'interviewer André, de savoir un peu comment il avait réussi de l'hypersensible, vous allez voir, qu'il était timide, voilà comment c'est devenu un orateur embarquant, en tout cas inspirant. Et je vous souhaite de trouver l'inspiration et je vous retrouve en fin d'interview. Hypersensible haute couture, le podcast pour les hypersensibles, par une hypersensible. À ta mesure, sur toutes les coutures. À ta mesure, sur toutes les coutures. André, merci déjà, parce que quand je t'ai contacté, je t'ai dit que c'était un rêve, c'en est un, comme quoi les rêves peuvent devenir réalité. Pourquoi c'est un rêve? C'est parce que dans ma peau d'hypersensible, il y a des trucs comme ça, des choses qu'on a envie de faire, et puis qu'on pense un peu inaccessibles, tu vois. Et puis comme moi, je vis à fond tout, je me disais, oh là là, c'est pas C'est possible. vrai. Voilà. Et en fait, à un moment donné, je me suis juste dit, bah, écoute, demande-lui, et puis tu verras.
au pire, c'est un non, ou en plus, il va le faire avec Mm. délicatesse. Tu risques rien. Donc, voilà, donc je suis ravie de ça. Je voulais te dire ça. Moi J'ai aussi, envie- Catherine, ravi d'être avec toi. Et juste, tu me fais penser à un truc. Je peux intervenir? Oui, Ouais. comment ça se Tu me passe? fais, tu me fais penser à un truc parce que bah déjà, bravo d'avoir cru à quelque chose qui tenait pour toi et à faire le pas de le faire et à te mettre en mouvement par rapport à ça. C'est très inspirant. Je pense que ça peut inspirer beaucoup de personnes de se dire, ben, j'ai des projets, j'ai des rêves, j'ai des objectifs. Je me mets en marche pour y aller au-delà de la peur d'être peut-être rejeté par un non. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai vécu exactement la même situation que toi. Je t'explique en 2 minutes. Je suis en train de créer un événement pour les hypersensibles. Tu vois, c'est une journée complète où je vais faire intervenir des personnes super inspirantes, assez connues quand même. Et j'avais mis sur ma liste des gens à contacter. Peut-être que tu connais Christelle Petit-Colin. Oui. Hmm. Tu vois qui c'est? Qui a Oui. écrit Je pense trop. Hmm. Elle a vendu des millions d'exemplaires de ses bouquins. Elle en a écrit, je pense, une vingtaine au total. C'est un travail gigantesque qu'elle a fait. Et j'osais pas la contacter. Je me suis dit, elle va me dire non, elle va me dire qu'elle a autre chose. J'avais pas envie d'avoir ce nom-là, en fait. Parce que je savais que je serais déçu. Tu sais, quand on ressent tout tellement fort, bah, les noms, on les ressent très fort aussi, quoi. Et elle est dans mon répertoire téléphonique, donc je prends mon téléphone, je l'appelle. Un peu avec la peur au ventre, un peu peur qu'elle me dise non, tu vois. Et elle décroche et elle me dit, André! Comment tu vas? Et là, je me dis, en une demi-seconde, je me dis, mais on perd tellement de temps et d'énergie à se raconter des histoires sur des choses qui se passeront jamais, en fait. Et ce qui est fou, c'est que, voilà, c'était très cordial. Je la connais parce que je l'ai interviewée une fois et ça a été un moment super beau et je crois que ça a créé un lien qui au-delà du fait qu'on s'était pas recontacté, est un peu indélébile dans le temps. Et puis elle m'a dit oui avec un grand plaisir. Vraiment, je me suis dit, mais on a peur de faire des choses ou on repousse des choses qui vraiment, on perd un temps fou. Donc, merci de partager ça parce que j'espère que pour ceux qui nous écoutent, ce sera inspirant de se dire, j'ai des rêves, j'ai des élans, j'ai des envies. Ben, je les mets en place et on verra bien ce qui se passe en fait. Voilà, petite Oui. parenthèse. Oui, oui, mais c'est plus qu'une parenthèse, en fait, hein. Pour oser, parce que finalement, même si le non peut être douloureux, parce qu'on peut être confronté à un non, il y a quand même aussi quelque chose d'avoir essayé et d'être aussi un peu fier de soi d'avoir fait. Ouais, Et puis ouais. j'avais un coach qui me disait, mais un non, c'est peut-être un futur oui, mais c'est pas tout de suite. Et ça m'a C'est aidé aussi, tu vois, de me dire ça. très vrai. C'est qui t'a dit ça? Je sais plus, un coach avec qui j'échangeais et qui disait ça. Et voilà. Et j'ai... Dans le MLM, j'ai travaillé dans le MLM, moi, tu vois, dans le multi-level marketing, pendant 7 ans. Donc, pour ceux qui nous regardent, qui ne savent pas ce que c'est un peu comme le système qu'utilisent des sociétés comme Tupperware, faire des démos à domicile. C'est du marketing de réseau, bouche à oreille. Et je faisais ça, mais dans le domaine financier. J'avais un de mes supérieurs qui disait, quelqu'un qui te dit non, c'est quelqu'un qui t'a pas encore dit oui. Ouais, Et donc, un non, c'est pas grave. Ça veut juste dire que tu peux essayer de recontacter la personne dans un axe différent, dans une énergie différente, dans un... Et moi, je suis comme ça, hein. Tu me dis non. Après, je parle professionnellement, hein. Si une femme me dit non, je vais pas venir comme un gros apache 10 fois sur la même soirée, tu vois ce que je veux dire? Mais je parle dans les partenariats au niveau professionnel, d'accord? Euh, c'est intéressant parce que pour moi, quelqu'un qui me dit non, ouais, c'est clair, c'est non maintenant, mais
dans ma tête, je peux réessayer plus tard. Je vais te donner un autre exemple. Euh, c'est mon anniversaire le 12 décembre. Hmm. Et pour mon anniversaire, j'ai invité plein de gens avec qui je collabore, des amis, etc. Et je les invite à un spectacle de Marie Saint-Filtre. Tu connais l'humoriste Marie Saint-Filtre, Ça ne me dit pas. Qu'est-ce qu'elle fait? non? Elle fait un spectacle qui s'appelle Culot. Hmm. Et cette fille-là, c'est incroyable parce que avec son culot, elle s'est fait connaître très fort sur les réseaux sociaux. Elle s'est incrustée dans des défilés de prêt-à-porter en rigolant, mais à la télé et tout, hein. Euh, donc elle a beaucoup d'audace, beaucoup de culot, et elle en a fait un spectacle humoristique que j'ai envie de voir depuis plusieurs années, que je trouve, enfin, son travail, je le trouve extraordinaire. Et j'ai essayé de l'interviewer il y a plusieurs mois et son manager m'a dit non. Ah, et je me suis dit, merde, ça me ferait tellement plaisir et tout. Et là, je viens lui écrire cet après-midi, à nouveau, en disant, écoute, j'ai acheté 22 places le 12 décembre, soir de mon anniversaire, pour des amis. Je me déplace du Portugal vers la Suisse. Je serais tellement heureux d'interviewer Marie dès qu'elle a un peu de temps, parce que j'ai une communauté d'hypersensibles, des femmes. Elle l'est et elle pourrait partager un message qui est tellement inspirant pour ces gens. Donc, je me suis dit, je me suis dit, peut-être je peux utiliser le fait que j'ai acheté 22 places. C'est pas tous les clients, je pense, qui achètent 22 places d'un coup. Et je me suis dit, je peux peut-être utiliser ce chemin-là pour réessayer, tu vois. Donc voilà, pour illustrer le fait que quand quelqu'un dit non, ben, c'est non dans le moment, c'est peut-être pas le moment, et il peut y avoir un oui plus tard. Ouais, carrément. Ce sera peut-être oui, hein, je te tiendrai au courant. Oui, dis-moi, ouais. Et puis tu vois, ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est que ce qui est important, là, tu y as été avec tes valeurs, tu vois. Pourquoi tu voulais l'interviewer en expliquant un peu Ouais, ton père, etc. Et c'est quelque chose qui est... Bon, moi j'ai noté ça chez les hypersensibles que nous sommes. On a des valeurs profondes, il y a des choses qui nous tiennent à cœur. Et quand on les partage, ouais, des causes, j'appelle ça. ouais, on prend le risque, entre guillemets, je dis ça avec beaucoup d'ironie, justement, le risque qu'on touche en face, en fait. Et du Ouais, coup, c'est important d'y aller aussi, pas juste de communiquer sur qui on est et pourquoi on a envie de faire les choses. ouais, carrément, C'est ce que j'ai fait avec carrément. toi, en fait, tu vois. Avant de te contacter, je dis, bon, parce qu'en fait, ça fait quand même un moment qu'on ne s'est pas vu. Depuis, je ne sais plus, de ta conférence, là. Toi aussi, tu as un don. Et Ouais. où on s'était vu un peu, j'avais adoré ce moment, tu vois, court, mais juste Et à entre... laquelle que tu étais venu? C'était à quelle ville? À, à Bordeaux. En À, Alsace? non, La Rochelle. La Rochelle. Ah, c'était à La Rochelle. Ok. Ok, je me souviens. Je remets. C'était une belle salle, une belle ambiance là. C'était chouette. Ouais. C'était chouette. Et Ok. bon, moi, je suis partie faire mes trucs. Et puis, des fois, je suis dans le groupe, des fois, je ne suis pas. Enfin, bon, voilà, je suis un peu. Et là, ça m'est venu comme ça. Et je me suis dit, mais explique-lui pourquoi tu veux l'interviewer. Raconte, Ouais. tu vois. Et en tout cas, c'était OK. Moi, j'étais contente de t'avoir dit, en fait. Et après, je me suis dit, il fera comme il veut, quoi. Voilà. Après, il faut lâcher un peu aussi. Pas mettre trop de pression sur l'attente. Et puis, bon, j'y serais revenue, tu vois, parce que je me souviens que tu nous avais dit ça aussi, qu'il fallait essayer plusieurs fois. Moi, j'ai pas été regardée, je te connais pas beaucoup en fait. J'ai l'école avec toi. C'est plus des Ouais. moments d'interaction où ça passe et je réfléchis pas trop de ce que ça passe. Ça passe, c'est. Mais du coup, je suis pas Ouais. allée regarder, j'ai pas préparé en regardant qui t'étais, tout ce que tu avais fait. Moi, ce qui m'intéressait, c'était ce qu'on allait se partager. Mais Très bien. tu dis souvent que dans ta conférence, tu racontais ça, que tu étais un timide maladif. Et Ouais. donc, ça m'intéresse de savoir comment un timide maladif.
passe après dans ben moi j'y vais, j'ose. Comment tu as fait ça? Qu'est-ce qui t'a aidé à faire ça? C'est une bonne question. Ben, cette timidité maladive, je l'ai vraiment vécue comme un handicap, euh, une sorte de handicap émotionnel, en fait. Il y a des gens qui naissent avec des handicaps physiques. Pour moi, c'était vraiment un handicap de ne pas pouvoir interagir avec les gens. J'étais constamment figé par la peur, en fait. Et j'avais l'impression d'être bloqué, littéralement. Et c'est devenu, depuis ma tendre enfance, hein, comme une obsession de sortir de ça, quoi qu'il en soit. Et donc, je me suis mis à observer les gens. Parce que quand tu es fort en retrait, tu es fort timide, bah, tu prends pas part à des conversations. T'arrives pas à exprimer ton avis. Tu n'as même pas d'avis, en fait. Moi, j'avais pas d'avis. J'ai l'impression que chaque fois qu'il y a des gens qui exprimaient leur avis, moi, j'étais d'accord avec tout le monde. Parce que je trouvais qu'ils exprimaient tellement bien leur avis que je trouvais qu'il y avait du vrai dans ce qu'ils racontaient. Et du coup, ça me dispersait dans ma propre façon de me créer un avis à moi. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai beaucoup observé les gens et je me suis rendu compte que euh, ceux qui ont de l'assurance, ben c'était une posture physique, c'était une énergie, c'était euh, une vibe comme ça, un flow dans lequel ils étaient, tu vois. Et je me suis mis un peu à les mimétiser, c'est-à-dire que j'ai commencé à fréquenter, je cherchais comme enfant, adolescent ou jeune adulte, vraiment à être dans des groupes avec des gens comme ça qui avaient ce charisme, cette facilité à créer du lien, et on dit souvent qu'on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Ben, à force de traîner avec ces gens-là, c'est comme si moi, ben, je devenais un peu comme eux. Tu vois ce que je veux dire? Et je m'inspirais de leur façon d'interagir avec les autres et je faisais des tests, j'essayais en fait. Donc, j'étais très fort, oui, un peu obsédé, entre guillemets, par ce fait-là de sortir de ma bulle et créer du lien. Et ça, ce mimétisme, je pense, m'a beaucoup aidé. Il y a un deuxième truc qui m'a beaucoup aidé, c'est que à l'âge de euh, 12 ans, je demande à mes parents de me mettre à l'internat du côté néerlandophone. Donc, je suis né en Belgique. Il y a les Wallons qui parlent français, il y a les Flamands qui parlent néerlandais. Moi, je suis né du côté wallon. Et j'ai demandé à mes parents de me placer à l'internat chez les Flamands. Mais je demande ça à 12 ans, donc ça a pu se faire un an après, donc à 13 ans. C'est très atypique pour un enfant de dire à ses parents, mets-moi à l'internat. La plupart des enfants, ils veulent un peu rester chez leurs parents et être dans ce confort-là. Donc, je crois que j'ai compris très jeune que c'est en faisant des expériences où tu sors de ta zone de confort que tu grandis. Et je savais que si j'allais dans une école qui parle une autre langue, j'aurais dû me débrouiller pour me faire comprendre, en fait. C'était pour moi un entraînement à sortir de ma carcasse de timide. Donc, je suis resté là pendant 2 ans. Je pense que ça m'a aussi aidé à bosser très dur, très jeune, pour apprendre tous ces mots, pour apprendre une nouvelle langue et et pour comprendre que derrière les efforts se trouve beaucoup de magie, en fait. Euh, Et puis, il y a allez, je vais te donner peut-être une troisième anecdote. Moi, j'ai fait les scouts, j'ai fait le scoutisme. Hum, Mes parents m'ont passé au scout, tu vois. Et au scout, une fois par an, on faisait un spectacle devant tous les parents des scouts. C'était une grosse troupe de scouts, hein, on était 70. C'est énorme. On faisait un spectacle face aux parents pour récolter de l'argent pour notre camp, qui avait lieu une fois par an. Et je me suis pris au jeu, j'ai dépassé mes peurs en me proposant d'être présentateur pour cette fameuse soirée où il y avait plusieurs scouts qui faisaient des numéros, tu vois, c'est un spectacle. On mangeait des lasagnes et puis il y avait une scène avec des numéros, quoi, les scouts qui avaient envie de faire des numéros. Et je pense que sur scène, ce jour-là, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire toute ma vie, transmettre des messages et
et apporter de l'espoir et de la joie aux gens, tu vois. Et donc, je crois que ça a aussi été un déclic pour me dire, continue à te battre pour, euh, pour sortir de ta timidité, aller vers les gens. Et je m'entraînais tous les jours, hein. Je demandais l'heure à des passants que je connaissais pas, juste pour apprendre à parler sans avoir peur, sans bégayer, sans regarder ailleurs, donc, ça a été comme une sorte d'entraînement au quotidien, tu vois. Hmm. Ça a été quoi ton plus grand défi dans ta vie jusqu'à maintenant? Le plus gros truc où tu as dû dépasser ta zone, sortir de ta zone de confort. Euh, L'entrepreneuriat, sûrement, et ma vie amoureuse. Je pense que c'est les deux secteurs qui, pour moi, ont été ouais, les plus porteurs de défis. L'entrepreneuriat, on va commencer par celui-là. OK. L'entrepreneuriat, qu'est-ce qui a été le plus... qu'est-ce qui a été... J'ai envie de faire aussi... on va commencer par ce qui a été difficile. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans l'entrepreneuriat? En tant qu'entrepreneur, ben, la première fois que je me suis lancé comme entrepreneur, c'était dans le marketing de réseau. Ouais. Donc, mais là, c'était intéressant parce que c'était un statut d'entrepreneur. Tu as un statut d'indépendant, d'entrepreneur, mais tu fais partie d'une structure quand même, tu vois. Donc, pour moi, c'était une façon de mettre un pied dans l'entrepreneuriat sans prendre trop de risques, en fait. Euh, mais ce qui a été plus dur, je me souviens d'avoir fait des appels à des gens que je connaissais pas et je tremblais. J'avais juste envie de raccrocher. J'étais pétrifié par la peur du non, de me faire rejeter, de ne pas y arriver. Et donc, j'étais accompagné par un mentor qui était à côté de moi et j'étais obligé d'appeler. J'avais promis que je le ferais, tu vois. Euh, donc, ouais, je pense que c'est la peur de se faire rejeter, la peur du non, la peur de personnes qui... Parce que quand tu es entrepreneur, tu dois mettre en place des choses, créer des partenariats, obtenir des clients. Donc, tu es obligé de sortir de tes lignes, tu es obligé de sortir de ta zone de confort et aller vers les gens. Et je pense que là, ouais, ces défis-là m'ont fait énormément grandir, sortir de ma timidité, prendre confiance en moi, me rendre compte que je pensais que je ne savais pas vendre, que j'étais nul, que je ne savais pas interagir avec les gens et que finalement, j'avais beaucoup de plaisir à mettre en avant un service, à écouter les besoins des gens, à voir si c'est quelque chose qui leur correspond ou pas. Je dirais ça, c'était certainement ce qui a été le plus dur, au départ. Et puis, ce qui est aussi très, très dur, qui peut encore l'être, hein, c'est la solitude de l'entrepreneur. Hmm. Tu vois, de faire face à toutes nos émotions, où les choses se passent super bien, et puis finalement c'est un peu plus compliqué, puis ça se passe, et se faire face à ce huit aérien émotionnel au quotidien et la solitude dans laquelle ça peut nous placer. Parce qu'on prend des risques, on met des choses en place, on ne sait pas si ça va fonctionner. Souvent, notre entourage ne pense pas comme nous. On aimerait qu'ils nous comprennent, ils ne nous comprennent pas, ils nous redisent de retourner dans un job de salarié. On a envie de s'accrocher à notre rêve, mais on gagne rien pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et ils nous ramènent, mais qu'est-ce que tu fous là? Donc, faire face à ça aussi, c'est sa forme de, de s'accrocher à son rêve, d'y croire et de continuer, tu vois. Et en quoi l'hypersensibilité, ton hypersensibilité, t'a aidé à surmonter, à avancer, hein? Ben, En quoi t'as été prisé, tu vois, pour... ouais, t'as donné un élément de réponse tout à l'heure, c'est que t'as expliqué qu'on a besoin d'avoir une raison de faire les choses. On a besoin de sentir que ce qu'on fait, ça a du sens pour nous, tu vois. Et je crois que ça m'a beaucoup aidé, c'est
plutôt que de partir de mes peurs et de mon petit ego, c'est de partir sur quelle est la cause qui me tient à cœur et que j'ai envie de servir. Tu vois? J'ai envie d'aider les gens, j'ai envie de leur rappeler à quel point ils sont beaux parce que c'est quelque chose que je me suis dit depuis tout petit. Depuis tout enfant, à force d'être timide, maladif, bah, qu'est-ce que tu fais quand tu es timide? Bah, tu observes les gens, en fait. Tu te mets en retrait, tu regardes ce qui se passe. Et tu deviens un observateur expert des gens, tellement tu le fais tout le temps. Et en observant les gens, je me suis vraiment mis, de tous ces gens qui me faisaient tellement peur, bah, je me suis mis à les aimer. Je me suis mis à voir leur vérité au-delà de ce qu'ils montraient. Tu vois, en les observant parce que je me suis rendu compte que derrière quelqu'un qui peut être très extraverti, très sûr de lui, si j'observais vraiment la personne pendant un moment, ben, je pouvais remarquer qu'il y avait aussi de l'insécurité à l'intérieur et que parfois c'était un masque pour ne pas faire face à cette insécurité-là, tu vois. Et tous ces gens, c'est comme si en les observant, je commençais à voir qui ils étaient vraiment derrière leur masque. Et je trouvais ça très beau. Et je me suis dit que j'avais un rêve, c'était que si un jour j'y arrivais, c'est de leur dire à quel point ils sont beaux, de leur dire à quel point ils peuvent tout réaliser dans leur vie, ils peuvent tout avoir, ils peuvent s'appuyer sur leurs dons, sur leurs ressources pour croire en leurs rêves, ils peuvent mettre des choses en mouvement, même s'ils ont l'impression qu'ils n'y arriveront jamais. Donc ouais, ça m'a beaucoup motivé de me connecter à une cause qui est plus grande que moi. Et ça, je pense que cette notion d'avoir une cause qui nous habite, d'avoir un sens, un alignement dans ce qu'on fait, je pense que c'est une caractéristique d'être sensible. On a besoin de ça, de se sentir nourri par ce qu'on fait. Et cette cause-là m'a aidé à dépasser beaucoup de peurs. Tu vois, même encore maintenant, quand j'ai peur de certains risques que je prends, de certains projets que je mets en place, qui sont importants, qui génèrent ouais, des vrais risques, bah, je me connecte à une cause. Je me dis, mais si je fais ça et qu'il y a autant de monde qui arrive là-bas, ben, ça va les aider à changer leur vie. Et puis, l'argent qui sera généré avec ça, ben, je peux le mettre dans ma fondation pour aller dans les écoles, pour faire des ateliers, pour donner en confiance en soi aux enfants, pour leur apprendre à gérer leurs émotions, pour être un lieu de lien, de connexion et d'écoute. Alors peut-être qu'ils n'en ont pas à la maison, tu vois. Et ça me touche tellement. Et quand je pars de cet endroit-là, j'ai l'impression d'être Superman et d'arriver à oser faire des trucs que j'oserais pas faire dans le quotidien, quoi. Tu vois? Ouais, c'est porteur, ça t'anime. En plus, je le vois dans tes yeux, il y a tout qui s'allume. Ouais, mais il y a tellement. J'essaye de synthétiser en quelque chose d'un peu de très concret et factuel pour ceux qui nous écoutent, mais je crois qu'aussi, avec le don d'être sensible, on a aussi le don de l'intuition. On peut être très connecté à nos intuitions, nos ressentis, et on peut apprendre à faire confiance à ça. Et je pense que mon intuition me guide aussi vers beaucoup de décisions que je prends parce que je dois en prendre beaucoup tous les jours. Euh, que je suis très content d'avoir pris. Donc, c'est un don de pouvoir être connecté à ses intuitions pour pouvoir prendre des décisions qui font du sens pour nous et d'avancer vers nos projets. Alors, tu as dit, il y a l'entrepreneuriat et il y a les relations. Alors, Ouais, j'ai, les relations, ça a été un énorme défi. oui. Qu'est-ce qui, alors, tu veux nous en parler un peu? Qu'est-ce que tu peux nous partager là-dessus? C'est un sujet où on se rejoint, Catherine, ou que je te vois rire un peu comme ça? Probablement. Donc, dans les relations, je parle des relations amoureuses. Mais je pense que pendant longtemps, euh, j'ai plus l'impression que ce soit trop le cas maintenant, même si je peux avoir quelques piqûres de rappel de temps en temps, mais euh, j'ai longtemps été un dépendant affectif.
Et je pense que ça, c'était aussi en lien avec mon hypersensibilité. Une propension à m'attacher plus que de normal à quelqu'un dans une relation amoureuse. Et donc de m'oublier, en fait. Euh, et de me réveiller à un moment donné en me disant, mais je, je ne suis plus moi. Je me suis comme euh, conforté à être la meilleure personne pour l'autre, pour être aimé, entre guillemets, pour être aimable. Euh, mais est-ce que c'est vraiment moi tout ça? Tu vois? Et ça, pour moi, ça a donné lieu à ouais, beaucoup d'échecs amoureux euh, qui m'ont fortement écorché mon cœur sensible, tu vois? Parce que je considère que je suis un loyal, un romantique, et donc j'ai envie de croire à l'amour pour toute une vie. Et donc quand je me, je me lance dans une relation, je le fais le cœur grand ouvert, tu vois. Et puis parfois, le retour de manivelle, il peut être violent. Euh, Parce que j'avais aussi tendance, je suis né dans une famille, mes parents ont voué leur vie à aider des gens qui sortent de prison à se réinsérer socialement, tu vois. Donc, ces gens-là, jusqu'à mes 8 ans, ils les accueillaient chez eux, mes parents. Donc, on vivait avec. C'était une grande maison, il y avait 3 étages. Donc, ils avaient le troisième étage, le deuxième et le troisième étage pour eux. Mais on vivait avec. Donc, j'ai grandi dans un environnement de don de soi, de prendre soin du plus faible, du plus pauvre, du plus démuni, en fait. Et d'avoir grandi là-dedans, ben, je pense que ça m'a filé le gène hein, de vouloir prendre soin de l'autre. Et je pense que dans des relations amoureuses, je me suis aussi parfois investi avec des mauvaises personnes parce que c'est comme si je voyais le potentiel possible de la personne, tu vois, et que j'y croyais, que j'avais envie de l'aider, de machin. Et puis bon, tu te réveilles à un moment donné en disant, bon, mais là, ça va trop loin, ça, je peux pas. Je peux pas continuer dans un contexte comme celui-là. Donc, je me prenais ouais, des grosses claques suite à ça. Cette envie d'aider, à ce côté un peu Saint-Bernard, tu vois, que je pouvais avoir, et ce côté dépendant affectif. Ouais, je me suis pris des grosses claques. Ouais. Oui, ça me parle, hein, ça me résonne aussi. Alors, en amour, évidemment, mais dans tout type de relation, cette, on voit, on voit, tu parles de potentiel. Ouais. Souvent, on voit comme on observe l'autre et on a une acuité, en fait, sur là où la personne pourrait être, mais bien plus loin que là où elle est aujourd'hui. Et des fois, la Ouais. personne, elle n'est pas prête. Et moi, j'ai eu ça aussi. J'ai eu quelques déconvenues, notamment dans l'entreprise, quand je voulais travailler avec des personnes, parce que je les Ouais. voyais déjà là où elles n'étaient pas encore. Et, Ouais. du coup, ça fait un décalage. Donc, c'est pas que c'est trop, forcément, mais c'est trop tout de suite, trop maintenant, trop. Voilà. Et puis après, il y a l'autre volet, effectivement, comme on a un petit côté un peu Saint-Bernard, faut travailler sa relation de sauveur. Je me disais toujours, j'ai un Zorro en moi, j'ai ma cape là, et mon cheval. Sauf que bah, du coup, tu attires tous les chiens perdus aussi, qui du coup, Exact. pas, ils sont aussi décalés, ils peuvent pas t'apporter. Il y a quelque chose de l'ordre de l'équilibre dans une relation, quelle qu'elle soit. Ouais. Et du Ouais. Ouais. coup, c'est décalé, quoi, en fait. Donc, ils viennent puiser aussi. Et puis, nous, Ouais. ça nourrit parce que on donne, donc c'est super. Mais sauf qu'à un moment donné, bah, l'équilibre est rompu déjà parce que c'est déséquilibré. Et puis, euh, et puis ça rejoint, je remarque souvent ça aussi dans mes accompagnements, c'est que il y a quelque chose de l'ordre de une fois, quand tu arrives des fois à sauver quelqu'un, parce que des fois, on arrive à faire avancer quelqu'un. Ben après, c'est comme si on ne pouvait plus continuer la relation parce qu'on était dans un truc de sauveur-sauvé. Donc, Hmm. on se quitte, on se sépare.
Et ça, c'est hyper douloureux. Enfin, c'est un truc. Enfin, tu disais, je suis romantique, je suis. Bah oui, on vient de donner, on a l'impression qu'avec tout l'amour qu'on donne, ça va suffire. Et en fait, c'est un peu biaisé, quoi. Enfin, ça, Ouais, c'est tout ça que ça carrément. m'occasionne, ce que tu dis. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est vraiment un endroit qui a été aussi un challenge, qui a été un challenge dans ma vie. Et je pense que tout l'art est au-delà de vivre des difficultés dans ce domaine, on parle du domaine amoureux, tout l'art est de garder malgré tout le cœur ouvert, parce que ce qu'on a tendance à faire, c'est à le refermer, en se disant plus jamais quelqu'un, machin, ou elles sont toutes comme ça, ou ils sont tous comme ça, ou tu vois ce que je veux dire, on a tendance à faire des généralités, on a tendance à refermer son cœur, à se refermer après avoir souffert, et je pense que c'est un véritable art de pouvoir, au-delà des claques qu'on ramasse, quel que soit le domaine, c'est de garder le cœur ouvert et, et, et de continuer à avancer. Ça m'amène sur la vulnérabilité. Tu vois, en aparté, je te disais, moi, les hommes, les femmes hypersensibles, comme on sait, tu m'as dit, je sais pas bien, mais il y a quelque chose de... Là, il y a chez les hypersensibles une vulnérabilité, tu vois, une Ouais. propension à, alors que je trouve qu'on est encore un peu trop dans une société euh, de testostérone, moi je dis, tu vois, où on attend, les schémas sont encore là malgré tout, même si ça avance, on attend de l'homme une certaine force, une certaine gestion des émotions. Voilà. Alors comment on fait? Comment on fait? Pour trouver la bonne dose, c'est ça que tu veux dire? Bah, je pense que c'est important de nourrir cette vérité, cette authenticité, cette vulnérabilité, mais de le faire dans les bons endroits. Pour prendre confiance dans le fait de le faire, en fait. C'est-à-dire dans des endroits où on se sent en sécurité. Donc, je te donne un exemple. Par exemple, euh, ben, t'as fait l'école, tu as fait le parcours de l'école de coaching que j'ai créé. Ben, par exemple, dans l'école, j'essaie vraiment de créer un contexte qui fait que chacun peut se déployer dans qui il est profondément. Tu vois, donc c'est important de pouvoir se montrer comme on est, vulnérable, authentique, mais aussi d'avoir des espaces pour le faire où on se sent profondément en sécurité. Quelqu'un qui le fait et que ça se retourne contre lui, c'est une expérience qui peut être très délicate à traverser parce que le cerveau, il va se dire, oh, je ne le fais plus jamais parce que quand je le fais, ça se retourne contre moi. Tu vois, donc, pour venir nourrir cette vulnérabilité, cette authenticité, ce besoin d'être vrai, d'être qui on est, c'est important d'avoir autour de soi des lieux, des espaces, des amitiés, des contextes qui le permettent, en fait. C'est d'avoir des gens qui nous voient tels que nous sommes complètement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu créer le groupe Facebook, le cercle des hypersensibles optimistes. C'est pour me dire, tiens, j'avais envie de créer un groupe qui rassemble des gens sensibles, qui le voient comme un don, c'est pour ça que j'avais rajouté le mot optimiste, et qui, dans ce groupe-là, pourraient se confier à d'autres par rapport à ce qu'ils traversent, pourraient demander de l'aide, pourraient... Et je pense que, ouais, on a tous autour de nous des personnes auprès de qui on se sent en confiance. Euh, euh, et auprès de qui on peut vraiment baisser la garde, en fait. Et ça, ouais, ça, c'est sacré de pouvoir trouver des gens comme ça. Parce que ça nous donne confiance dans le fait de incarner pleinement cette vulnérabilité, qui finalement, au-delà, qui est perçue comme une faiblesse, mais qui va devenir une force, qui va devenir notre empreinte, tu vois, pour avancer dans le monde. Je crois que beaucoup de gens aujourd'hui me disent dans mes conférences ou dans mes séminaires, ils me disent, André, t'es tellement authentique, t'es tellement vulnérable. Mais ça a été un chemin d'y aller. C'est parce que je me suis d'abord entouré de personnes auprès de qui je pouvais l'être. Et puis
qui sont venus comme valider ce degré de vulnérabilité que je pourrais toujours montrer plus. Je sais pas si tu connais, il y a quelqu'un qui m'a fort aidé sur ce chemin-là. C'est un conférencier qui s'appelle Robert Savoie. Je sais pas si tu vois qui c'est. Je Ouais. suis allée voir, Il fait des conférences. ouais, je suis allée à une de ces conférences. OK. Donc, le thème de sa conférence, c'est se choisir. Mhm. Et Robert, c'est un Québécois. Il vit au Québec et il fait de temps en temps des conférences, des tournées en Europe. Et via un ami, il m'avait mis en lien et j'avais découvert le parcours de ce gars-là, quand même, qui a vécu des trucs, waouh, c'est rock'n'roll hein, dans sa vie et ce à quoi il a dû faire face. L'assassinat de son père, puis il a été vers un processus de pardon par rapport au meurtrier. Enfin, c'est quelque chose de très inspirant. Et je lui ai écrit en disant que je voulais l'interviewer et il m'a dit OK. Et on fait l'interview. C'était il y a quelques années en Belgique. Je vivais encore en Belgique à ce moment-là. Et on fait l'interview et à la fin de l'interview, pendant l'interview, il y a des questions que je lui pose et il est tellement authentique il y a des réponses sur lesquelles il a les larmes aux yeux. Je le vois, je suis face à lui, on est en présentiel, tu vois. Et ça, en tant que mec, ça me touche parce que je me dis, waouh, mais ce gars-là, il est sur un chemin encore plus waouh que là où j'en suis parce il ose me montrer sa sensibilité, tu vois. Et, et à la fin de l'entretien, il me dit, André, on peut faire un hug. Et franchement, Robert, je sais pas combien de kilos il fait, mais c'est une pièce d'homme, hein. Il te prend dans les bras s'il serre un peu trop fort, il te craque en, il te craque en deux, tu vois. Pourtant, je suis grand. Souvent, les gens qui me voient en vrai, ils me disent, ah, j'imaginais pas que tu étais aussi grand. Euh, et on se prend dans les bras et il y a, je sais pas, il y a une vraie vulnérabilité, il y a une vraie présence à ce moment-là. Et là, moi, il y a des choses qui se passent et je me dis, mais on peut être un mec et prendre un autre gars dans les bras. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme il y a des prises de conscience qui se font et puis j'assiste à sa conférence et je vois cet homme raconter son parcours et pleurer sur scène. Et je me souviens, après la conférence, j'avais appelé mon ex-compagne et j'étais tellement ému, j'en pleurais. Et je lui disais, je crois que je viens de grandir d'une version plus, parce que j'ai rencontré un autre homme qui pleure comme moi, tu vois. Et je crois que ça m'a vraiment aidé à passer un cap. Ça m'émeut encore aujourd'hui de te le raconter. Euh, Parce que vraiment, ça m'a aidé à passer un cap où même sur scène, je m'autorise à pleurer ou face à des gens ou, et, et ça me fait tellement de bien parce que je dis pas toujours que c'est des larmes de peine, hein, c'est aussi des larmes de joie, de kiff, mais de pleurer, d'être heureux en fait. Et d'avoir vu un autre mec qui le faisait, moi, ça m'a beaucoup inspiré, beaucoup, beaucoup. C'est vrai, c'est cette question de à être soi, on autorise l'autre aussi. Ça, c'est Ouais. inspirant pour l'autre et on l'autorise à pouvoir faire pareil. Et ça, des fois, on ne le sait pas, hein, mais après, ça chemine et ça, c'est beau, ouais, ça, ça me touche aussi. Du coup, Ouais, ben, toutes les tournées que j'ai fait par après, après cette date-là, j'étais différent sur scène. Vraiment, hein. Je me livrais beaucoup plus. Parce que j'avais vu quelqu'un qui m'inspirait, qui est devenu un ami, le faire et que tout se passait bien. C'est pas qu'il y a des gens qui montaient sur la scène en mode ah, il pleure, hein. Non, non, les gens étaient touchés. Comme moi, je l'étais dans la salle. J'étais touché de le voir touché, en fait. Et je me suis dit, mais waouh, plus on est vulnérable, plus on accueille sa sensibilité, plus on ose la montrer, plus on résonne avec le cœur de l'autre. Tu vois? Et pour moi, ouais, ça a été vraiment un, un gros cap, ce moment-là. c'est beau.
Bon, je vois l'heure qui tourne, André. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager? Là, on va devoir bientôt se laisser. Avec quoi tu voudrais nous dire au revoir? Qu'est-ce que tu aimerais dire que Ah, tu... tu m'as dit que les personnes qui t'écoutent sont des femmes qui ont cette sensibilité élevée. Ben moi aussi, c'est les gens à qui je m'adresse, hein. C'est beaucoup de femmes qui ont une sensibilité élevée. C'est juste vous dire que si vous êtes né avec cette caractéristique, c'est pas une malédiction, c'est un don. C'est parce que l'univers attend quelque chose de vous. L'univers, la vie, Dieu, appelez ça comme vous voulez. Vous êtes né avec ce don parce que du coup, ça vous donne un regard différent sur la société, sur le monde. Et ce regard-là, c'est pas une raison pour vous isoler, c'est une raison pour prendre votre place et l'affirmer, en fait. C'est le message que j'ai envie de passer, tu vois, toutes ces personnes sensibles qui nous regardent, c'est de vous dire, osez partager votre regard sur le monde à travers l'art, à travers un métier de service, à travers beaucoup d'empathie, comme vous en avez la capacité immense et de tout cet amour que vous avez, de toute cette sensibilité que vous avez, ben, donnez-la tout autour de vous et osez vous lancer dans ce qui vous tient à cœur, parce que je pense que c'est comme ça qu'on crée un monde meilleur demain. C'est quand on a chaque individu qui ose prendre sa place et aller sur un chemin qui lui fait peur, certes, mais là où il y a beaucoup de magie. Donc, je pense que quand on va sur son chemin, c'est à ça que je veux vous encourager, à croire en vos rêves. C'est comme ça qu'on avait démarré avec Catherine, hein. Ça Ouais. partait d'un rêve. On peut finir de cette façon-là. C'est si vos rêves sont à l'intérieur de votre cœur, c'est parce que c'est le langage de votre âme. Votre rêve est, est un soupir, est un chuchotement de votre âme vers vous. Donc accrochez-vous-y et apportez une vision du monde différente de celui qu'on connaît. C'est pour ça que vous êtes là. Super. Voilà. Avant qu'on se laisse, tu as parlé d'un événement que tu vas faire une journée. Ouais. Tu veux dire deux mots? Oh, j'en ai plein des événements, Catherine. Mais Oh, celui dont je te parle, oui. celui dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'est un événement qui va s'appeler Super Sensible, super en grand, super sensible. C'est un événement d'une journée. J'ai beaucoup, beaucoup d'invités. Euh, je ne vais pas dire tous les noms parce que je suis encore en train d'avoir des confirmations. Donc, il aura lieu le 22 février. On est en train de faire les derniers réglages pour la salle, donc pour la ville. Je ne vais pas aussi le dire parce qu'il y a peut-être des changements de dernière minute. Mais dans tous les cas, ce sera toute une journée complète avec des gens hyper ultra connus et inspirants dans le domaine. Et on va vivre une journée pour apprendre à se connaître en tant que sensible, pour créer des amitiés avec d'autres sensibles, avoir des clés pour voir cette sensibilité comme un don dans toutes les sphères de notre vie. Et on pourra y assister soit en présentiel, soit en ligne, parce que tout sera retransmis en direct en ligne. Donc vous pouvez bloquer la date si le cœur vous en dit, venir vous affilier à ma newsletter ou sur mes réseaux. Et je vous préviendrai en temps voulu dès qu'on a bloqué le lieu pour, euh, pour lancer l'événement. Mais ça fait longtemps que j'ai envie de créer ça. Et je me suis dit, allez, c'est le moment. Et il y a 2, 3 jours, j'ai pris la décision. Et le jour même, j'ai appelé toutes les personnes à qui je pensais. Pour l'instant, ils me disent tous oui. Donc c'est vraiment, les planètes sont alignées. C'est juste, oui. C'est le moment. Bon. Je, Ouais, je mettrai tes liens, on verra ça ensemble. Tu me partageras ce que tu ok, peux mettre en description. Je mettrai ton lien. Comme ça, ça roule. on aura toutes les infos pour rejoindre cet événement. Et peut-être d'autres. Ah André, oui, carrément. immense merci. Immense merci. J'ai passé un moment. C'est trop court, hein, je te le dis. Mais oui, il est déjà l'heure, mais c'est incroyable. J'ai l'impression qu'on vient de démarrer. Décidément, quand on parle de ce qu'on aime, ça passe vite, hein, le temps. Bon, en tout cas, merci. Bah, je te souhaite plein de belles choses pour la suite, pour tes événements. Et puis, bah, j'espère te retrouver bientôt. Ben oui, c'est toujours du côté de La Rochelle.
Je suis pas loin, oui. Oui, oui, je suis pas loin. J'y viens souvent. Tu avais fait une petite trotte quand même hein, pour venir à ce moment-là, tu m'avais dit. Contente. Ça a été un moment, voilà, t'avoir en conférence. Moi, je suis rentrée boostée, boostée, mais Bah avec oui. une énergie. C'était magnifique cette soirée. Moi aussi, ça me booste à fond d'aller au contact des gens. Mais je reviendrai par là dans la seconde moitié du mois de mars 2025. Je refais une grosse tournée. Top. Ouais, J'y serai. voilà, cool. Merci André. Avec plaisir, Catherine. Au revoir à tous. À bientôt.